Notre après-midi de communication avec donc notre cerise sur notre gâteau anthropophage qui aujourd'hui s'appelle Philippe Merci. Mauro. C'est un compliment. La Alors, cerise. je suis chargée de le présenter. Donc, Philippe Mauro est ater en langue et civilisation brésilienne à l'université Rennes 2 depuis cette rentrée. En France, il a aussi enseigné le portugais langue étrangère et la civilisation brésilienne à La Rochelle Université. Il est docteur en littérature comparée à l'Université de São Paulo et à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Il est titulaire d'un master en littérature française et comparée de l'École normale supérieure de Paris. Ses recherches portent sur les rapports littéraires entre la France et le Brésil, plus spécialement sur la réception et la circulation du roman de Marcel Proust dans la littérature moderne du Brésil. Sa thèse, intitulée Sur les rivages de la Vivonne, vient de paraître chez Classique Garnier et propose une réflexion sur la manière dont trois auteurs brésiliens, Pedro Nava, Ciro dos Anjos et Jorge Andrade, se sont appropriés le style proustien pour exprimer une vision de leur temps et de leur société. Avec une licence en communication sociale de l'École de communication et arts de l'Université de São Paulo, Philippe Mauro a également exercé en tant que reporter de culture et de politique pour plusieurs médias brésiliens, entre autres le journal Folha de São Paulo, le magazine Época et le site de relations internationales Opera Mundi. Aujourd'hui, Philippe Mauro va nous présenter une communication intitulée Pantagruel et Piamon, le personnage du géant qui avale des hommes chez Rabelais et Andrade. Voilà. La parole est à toi. Merci beaucoup, Pauline. Donc, ce sera une tentative justement de rapprocher. Je regarde ces côtés-là. Ok. Par ici. On te voit. C'est bon. Ok. Bon, ce sera une tentative justement de retourner en France par un biais comparé, donc de comparer le roman de Mário de Andrade dont on a déjà parlé, dont on a énormément abordé tout au long de la journée, avec la tradition française, la tradition de Rabelais. On ne peut pas oublier que... C'est bon? Faut qu'on te voit. D'accord. Là, c'est mieux? Il y a des gens qui n'aiment pas se montrer aujourd'hui. C'est bon. Bon, voilà, ce sera une tentative de rapprocher Macunaíma de la tradition française, de la tradition rabelaisienne, sachant que le premier lecteur français de Macunaíma, ils ont eu justement cette impression, notamment Roger Bastide. Roger Bastide qui a entretenu une large correspondance avec son ami Mário de Andrade et qui s'est tout de suite rappelé de Rabelais et de sa tradition de géant, c'est qu'on appelle la géantologie française lorsqu'il lisait le page de Macunaíma. Rabelais est peut-être un rare point de consensus dans la tradition critique très controversée et bien connue de Macunaíma, roman phare du modernisme brésilien, publié en 1928 par Mário de Andrade. À cet égard, même Haroldo de Campos et Antônio Cândido sont d'accord. Malgré leurs divergences dans la lecture de Mário de Andrade, ce que l'on appelle un pentagruel national, l'autre n'hésite pas à diagnostiquer comme une féerie rabelaisienne. En raison de son aspect fantastique et de la combinaison des principales traditions brésiliennes au niveau des grands récits mythologiques, le voyage de Macunaíma à la Pauliceia desvairada, à la recherche de sa Muiraquitã perdue, entre en résonance avec le récit comique du géant Gargantua, un noble né lors d'un festin chaotique, et de son héritier, Pantagruel, enfant de la pauvreté, élevé au rang des guerriers triomphants, seigneurs du pays de l'utopie. L'imagination libre unit les voyages de Maître Alcofribas, anagramme de François Rabelais, à la rhapsodie du narrateur d'Andrade. Tous les deux sont ancrés dans une prose rapide et pittoresque, dépourvue des dimensions du temps et de l'espace. Un rythme vertigineux s'est produit dans ces livres grâce à un torrent de phrases coordonnées, un ordre direct,
d'une grande objectivité, avec de répétitions de verbes dans lesquelles toute une masse d'informations est dissoute. Les exemples sont omniprésents et peuvent être choisis presque au hasard dans les deux situations. Dans le chapitre 5 de Macunaíma, le héros 1 sauta dans sa pirogue et 2 s'en alla faire un tour jusqu'à l'embouchure du Rio Negro pour laisser sa conscience dans l'île de Marapata. Et 4, il la déposa tout en haut d'un cierge de 10 mètres, afin 5 qu'elle ne soit pas mangée par les fourmis sauvas. La même série d'actions diverses, presque chaotiques, s'enchaînant sans que le lecteur ait une idée claire du passage et de la durée du temps, se retrouve ainsi qu'à d'autres passages dans le chapitre 32 des Pantagruel. Les soldats du géant sont surpris par une tempête, à quoi ils 1 commencèrent à se trémousser et à se serrer l'un l'autre. Ce que 2, voyant Pantagruel, leur fit dire que ce n'était rien, et qu'il 3 voyait très bien au-dessus des nuées, et 4 que ce ne serait qu'une petite rosée, mais 5 qu'il s'est mis en ordre, car 6 il les voulait couvrir, et 7 Pantagruel tira la langue seulement à demi, et 8 il les encouvrit comme une géline, une poule, fait ses poulets. Mais ce n'est pas seulement la syntaxe qui rend les échos du monde tout altéré de Rabelais si riche dans la construction du portrait satirique du Brésilien d'Andrade. Il y a des convergences thématiques entre les deux, avec un grand effet comique, malgré leurs origines si éloignées dans les temps et l'espace. Panurge, qui tombe amoureux d'une dame de la haute société parisienne, tout comme Macunaíma, se ruine en séduisant des courtisanes françaises à São Paulo. Gargantua, consterné par des moines ivrognes qui ne dorment que lorsqu'ils prient, tout comme Macunaíma, qui du haut d'un avion voit les pères Bartolomeo de Guzmán, l'inventeur de l'excentrique Passarol, sous troussé qui peinait pour avancer dans les sables des dunes de Mossoró. Et surtout, et ça c'est le plus important à mon avis, et surtout Gargantua, qui mangea en salade 6 pèlerins. Pantagruel, qui abrite l'auteur dès dans sa bouche. Et Piaïman, qui mijote Macunaíma avec de la polenta, découpée en 20 fois 30 lichettes. Ces 3 géants qui mangent des hommes et qui, en les avalant, opposent 2 mondes, font la satire de mœurs et des dogmes, réorganisent la tradition et suggèrent des paramètres nouveaux pour la culture. C'est Auerbach qui a souligné que le personnage du géant était déjà très présent dans l'imaginaire européen et que diverses lectures de Rabelais évoquaient cette figure. Au XVIe siècle, on assiste même aux effervescences d'un nouveau nationalisme français qui associe l'ascendance aristocratique à une gigantologie ancestrale, justifiant un droit naturel à la terre et à la culture. Dans l'Almanach populaire du géant Gargantua, en document de 1533, une immense armée tente d'abattre l'immense créature pendant son sommeil, mais finit par être décimée par une inondation au moment où elle se réveille pour boire de l'eau. Dans l'histoire véritable du siècle II après Christ, dans l'histoire véritable de Lucien de Samosate, l'équipage d'un navire est avalé par un monstre marin et découvre dans son estomac tout un nouveau monde, avec des nouvelles forêts, des nouveaux reliefs et des espèces animales dignes des tableaux des bords. L'épisode de Gargantua est plus proche de l'almanach, tandis que le voyage d'Alcofribas dans les entrailles de Pantagruel rappelle davantage les cas de Luciano. Il s'agit de 2 visions différentes des déplacements humains à une époque d'expansion maritime effrénée et d'élargissement des frontières connues. Le Gargantua de Rabelais
ne dévore pas des soldats en colère, mais des aventuriers délirants. Là, je vous montre l'almanach du géant Gargantua, 16e siècle, et l'histoire véritable de Lucien de Samosate. Les Gargantua de Rabelais ne dévorent pas des soldats en colère, mais des aventuriers délirants. Ennuyé du retard pour le dîner, le géant veut préparer une salade et décide de cueillir lui-même des choux et des laitues, à la taille d'arbres. 6 pèlerins de Saint-Sébastien, à côté de Nantes, effrayés, se cachent parmi les feuilles et sont accidentellement amenés à table comme des limaces, mélangées à de l'huile, du sel et du vinaigre. Horrifiés, ils acceptent leur sort sans résistance. Ils sont abreuvés avec une gorgée de pinots. Ils n'osent ni parler ni tousser. Leur bâton blesse les nerfs de la mâchoire des Gargantua, qui tentent de le retirer de ses gencives avec un cure-dent, les jetant brutalement partout, à travers ses jambes, ses épaules, ses poches et ses sacs. Le dîner est enfin servi. Gargantua se prépare au festin et urine tellement qu'il forme une rivière sur le sol. Les 6 pèlerins s'enfuient en traversant le fleuve, échappant à un piège à loups. Arrivés à Coudray, ils trouvent un abri et sont consolés avec une belle ironie, parlant de leurs compagnons. Cette aventure avait été prédite par David. Comme l'a remarqué Franck Lestrangan, l'essence du pèlerinage maladroit à travers la bouche des Gargantua est tout à fait différent de celui que nous lisons dans l'aventure analogue d'Alcofribas à travers le corps des Pantagruel. Dans Gargantua, Rabelais, lecteur d'Erasme, reproche ces ostieux et inutiles voyages aux pèlerins qui devraient ignorer leurs faux prophètes et rester chez eux pour entretenir ses familles, travailler chacun en sa vacation, instruer ses enfants. Dans Pantagruel, la situation est totalement différente et la critique est d'une toute autre nature. Alcofribas n'y trouve pas de place dans la foule des soldats que nous avons décrite plus haut et est obligé de grimper sur la langue de Pantagruel. Arrivé à sa bouche, il voit dans les dents du géant des grands rochers comme les montagnes des Danois et des grandes prairies, des forêts, des forts, des villes de la taille des Lions ou des Poitiers. Sur son chemin, il rencontre un paysan qui lui demande s'il y a là un nouveau monde. Le paysan lui répond qu'il y existe plutôt un monde qui n'est mi-nouveau. Dans ces mondes, nouveaux et anciens, selon les points de vue de celui qui l'observe, il y a notamment la peste, issue des exhalations des entrailles des Pantagruel. Mais il y a aussi les plus beaux lieux du monde, beaux grands jeux des pommes, belles galeries, belles prairies, forces vignes et une infinité de cassines à la mode italique par les champs pleins de délices. Sortant de sa bouche, il visite aussi un bois dans ses oreilles et se fait de l'argent dans un petit village où on loue des gens à la journée, pas pour travailler, mais pour dormir, et il gagne 5 à 6 sous par jour. Dans Pantagruel, mais aussi dans les quarts livres, Rabelais présente le voyage de ses héros en fonction des préoccupations politiques contemporaines. Ces îles et continents imaginaires sont tous introduits par un riche vocabulaire technique issu de la navigation et conservent des références aux histoires merveilleuses rapportées par Marco Polo et Pierre Martyr, aux légendes racontées par Pierre Dailly. Voici un des thèmes les plus importants de la Renaissance et de 2 siècles suivants, en de ressorts essentiels de la révolution politique, religieuse, économique et philosophique, précisément parce qu'il permet à la littérature européenne de situer l'action d'un ouvrage dans ces mondes nouveaux et encore à demi inconnus, de représenter un état de civilisation plus pur et primitif, à travers lequel on relativise l'état actuel des choses et on critique une réalité locale d'une manière à la fois effective et malicieusement camouflée. Et les plus importants, à mon avis, un monde nouveau dont les paramètres viennent des loin
mais qui peut être révélé et découvert dans le pays même du héros, dans la bouche du géant, que Rabelais nomme, comme le souligne en toute justesse Auerbach, l'utopie, et pas seulement utopie. Rabelais ne savait pas que dans le nouveau vieux monde de la bouche de son géant Pantagruel, il y avait d'autres géants. C'est Mário de Andrade qui les a découverts 4 siècles plus tard grâce à son périple de 1927 en Amazonie et à la lecture de récits de voyage de l'ethnologue allemand Theodor Koch-Grünberg, rédigé entre 1911 et 1913. Dans la légende que Grünberg a recueillie auprès du peuple Taurepang, près de la frontière vénézuélienne, un indigène appelé Macunaíma est poursuivi par un géant appelé Piaïman et son chien. Macunaíma trouve refuge dans un trou sous les racines d'un arbre. Il s'y cache. Piaïman cherche des fourmis, qui sont les piments de sa cuisine, pour essayer de chasser Macunaíma. Mais celui-ci résiste aux piqûres. Piaïman se débarrasse des fourmis inutiles et part chercher l'aide d'Élité, une divinité en forme de vipère. Macunaíma profite alors de l'imprudence de Piaïman pour recouvrir le trou d'un pieu et disparaît en courant dans les bois avant que le géant ne revienne et que la fuite ne reprenne. Cette allégorie du cheminement de l'histoire, comme fuite constante d'un être gigantesque, affamé des chairs humaines et capable de mobiliser les facteurs les plus divers de la nature, chiens, fourmis, serpents, en faveur de son éternelle chasse, mettant toujours sa proie à l'épreuve, s'inscrit harmonieusement dans les projets esthétiques anthropophagiques que représentent si bien les Macunaíma de Mário de Andrade. Macunaíma, le héros sans aucun caractère, est aussi le héros de chez nous, le héros du peuple brésilien auquel Darcy Ribeiro, qui adorait d'ailleurs l'ouvrage de Mário de Andrade, auquel Darcy Ribeiro attribue les privilèges de la, je cite Darcy, fusion des races qui aboutit à un type humain plus riche et plus nuancé, car héritier en lui-même des expériences les plus variées de l'homme. Macunaíma, noir renoirci, un vilain enfant, né au fin fond de la forêt vierge d'une indienne Tapaniumas, qui devient blanc, blond, ses petits yeux tout bleus lorsqu'il trébuche et est baptisé dans la flaque formée par les traces des pas des premiers catéchistes indigènes. Le personnage de Piaïman est le responsable d'une des étapes de la digestion de tous ces ingrédients humains. L'héritage autochtone africaine et européenne qui se réorganise en une matière renouvelée, le géant est l'un des catalyseurs du processus de constitution de l'identité sociale complexe, dynamique et presque toujours changeante du Brésil. Piaïman tente de réaliser l'un des principaux objectifs du manifeste anthropophage, à savoir absorber l'ennemi sacré pour les transformer en totems. Ce sont des phrases du manifeste. D'origine européenne, Piaïman s'appelle Wenceslao Pietro Pietra. Piaïman est un fugitif d'une civilisation que nous sommes en train de manger. Encore une phrase du manifeste. Un géant bourgeois de São Paulo, petit village de la fin du 19e siècle, dont la population a été multipliée 40 fois en moins de 70 ans pour devenir aujourd'hui la plus grande métropole de l'hémisphère sud. Au fil de ses aventures, Macunaíma tente de récupérer sa Muiraquitan, la mulette mystique en pierre verte à la forme d'une grenouille dans la maison de Piaïman. Le nom des familles, Pietro Pietra, n'est pas arbitraire et contribue à faire du géant, ces chasseurs de pierres, un symbole complexe et surchargé du point de vue sémantique. Les deux hommes s'affrontent dans une partie de truco, un jeu de cartes nobles typiquement brésilien. Noble, entre guillemets, bien sûr, ce sont des mots de Mário de Andrade. Piaïman s'aperçoit que Macunaíma triche. Il crie « espèce de faisandier »
les tue et le ramène chez lui, comme si c'était un gibier. Il attrapa les défunts par une jambe et les traîna derrière lui. Dans la cuisine, le héros est découpé en 20 fois 30 lichettes et mijote dans la polenta bouillante. C'est Mahanape, le frère de Macunaïm, qui les sauve. La scène qui s'ensuit, la résurrection de Macunaïm, présente encore qu'il non seulement renaît, mais qui réorganise ses membres, contribuant à préserver les traits mystiques, légendaires et originaires, primitifs si vous voulez, sans renoncer à une intégration violente à l'espace urbain et moderne. Manap recueillit les petits morceaux et les os et étendit tout ce reste sur les sols cimentés pour les rafraîchir. Une fois refroidi, une fourmi versa dessus tous les sangs qu'elle avait sucés. Puis Manap emballa tous les débris sanguinolents dans des feuilles de bananier. À la pension des frères, il mit les couffins debout et insuffla une bonne bouffée de cigares. Sur les corps démembrés, une constante de la mythologie indigène. Et Macunaïm émergea mi-flageolant et fort piteux de son emplâtre de feuilles. Macunaïm ne se retrouve tout gaillard que lorsque Manap lui offre du guarana, les fruits énergisants de l'Amazonie. Pour se venger des piaillements, il ne fait pas appel à la magie qui l'a guéri. Désormais, il utilise les mêmes armes du monde du géant, de son nouveau monde. Il achète un pistolet, des munitions et du whisky à des Anglais et tente de convaincre ses frères qu'il leur a parlé non pas en guarani ou en portugais, mais bien dans la langue des affaires, du monde de la marchandise et du commerce, l'anglais. Dans Utopie et Walaúde, Gilda de Melo e Souza précise dans un petit commentaire que le terme géant éveille des associations européennes dans l'inconscient collectif brésilien, amenant le lecteur à l'identifier aux grands personnages malveillants de la mythologie classique qui, préservés par le folklore d'origine ibérique, demeurent toujours présents dans les contes de fées d'origine portugaise. En effet, l'association n'est pas seulement européenne, elle est aussi autochtone. Lorsqu'elle est européenne, elle n'est pas seulement portugaise. Et les géants ne sont pas nécessairement malveillants. Gargantua avale le pèlerin par hasard, en toute indifférence. Il dit même, pourquoi pas, ils sont bons tous ces mois. Et c'est cette casuistique, il les mangeait très bien, qui est à la base de l'ironie de Rabelais contre la vision simpliste de l'aventure chrétienne de son temps. Pantagruel ne se rend même pas compte de l'absence d'Alcofribas. Et c'est cette méconnaissance naïve de ce que le géant lui-même abrite dans son corps qui rend possible l'argument selon lequel un nouveau monde peut être cultivé là où il se trouve. C'est lui qui est toujours malveillant, tant dans la légende indigène que dans le roman de Mário de Andrade, c'est Piaïman. Macunaïm ne se retrouve pas dans le chaudron du géant par hasard. C'est Piaïman qui se venge et qui, en satisfaisant son désir de mort, oblige Macunaïm paradoxalement à une résurrection. Gargantua réforme la religion de son temps. Pantagruel invite à la construction d'un nouvel ordre social. Et Piaïman, qui est lui certes toujours un antagoniste malveillant, inflige au héros les processus civilisateurs brésiliens, avec toute sa barbarie, toute sa rapidité, tout son gigantisme. Gargantua avale inconsciemment les pèlerins. Pantagruel abrite Alcofribas dans sa bouche sans s'en rendre compte. Mais Piaïman pique, cuit et dévore Macunaïm. C'est la différence entre deux formes de moralisation à travers des excursions, des périples, des voyages et des déplacements et la transformation violente des moyens de vie, l'intégration agressive du rural à l'urbain, de l'originaire au moderne, à travers la reconstruction d'une existence fracturée sur le corps d'un héros. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Philippe. C'est une communication très intéressante. Et donc, maintenant, j'ouvre le débat aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Philippe, c'était très intéressant, je te félicite. Je pensais à... c'est la première fois que je vois quelqu'un citer Paul Gingrich hors du Brésil, parce qu'à Roraima, tout le monde en parle. On parle de lui et de son Macunaíma. Ici en France, je n'ai jamais entendu parler. C'est la première fois, je te félicite. Et je crois que ça donnerait une très belle recherche d'étudier les trois, disons, cette lignée, n'est-ce pas, cette suite. Et parce que Mário de Andrade n'a jamais nié, n'est-ce pas, ce qu'il avait vu chez Paul Gingrich. Et à Roraima, il est très étudié. C'est un voyageur qui est allé, qui a connu les endroits, et même Jobim, les éditions Macunaíma, il a pensé à Paul Gingrich, pas à Mário de Andrade, c'est Macunaíma avec un Y, je ne sais pas si j'ai remarqué, avec K et Y. Et donc, ce serait une belle recherche. Oui, effectivement. De penser aux trois géants, disons. Oui. Je ne sais pas si Macunaíma c'est un géant, mais c'est un... Mais Piaillement l'est. Être bizarre de toute façon, n'est-ce pas? C'est bien, c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est Télé Ancona Lopes, dans son édition critique de Macunaíma, qui aborde énormément. Bon, elle a travaillé sur la genèse de Macunaíma à partir du texte d'Ecorch Greenberg. Il faut se rappeler que Macunaíma a été rédigé tout entier dans 6 jours. Voilà. Mário de Andrade l'a écrit dans 6 jours. À partir de son périple à Roraima, mais aussi à partir de ses lectures, de tout le répertoire que Ecorch Greenberg avait recueilli en Amazonie. Donc, il y a quand même le regard critique de ces voyageurs maladroits, qui était d'ailleurs Mário de Andrade. C'est un voyageur absolument maladroit. Quand on regarde ses photos en Amazonie, en veste, en costume, au Rio Negro, et en prenant une banane. Mais là, on voit l'image d'un intellectuel de São Paulo en essayant d'interpréter le Brésil. C'est ça, voilà. Et non, effectivement, c'est très intéressant. Mais en ce qui concerne Rabelais et les autres géants, c'est intéressant de voir qu'il est toujours rappelé. On se souvient toujours de Rabelais en lisant. Donc, on voit les lettres entre Roger Bastide et Mário de Andrade, et Bastide cite tous les temps Rabelais. Et c'est intéressant de voir que pour Bastide, par exemple, c'était pas seulement une question de comparaison thématique entre deux types de géants, c'était aussi au niveau du langage, parce que Rabelais est aussi, lui, un grand, le premier responsable pour un grand répertoire linguistique de la langue française qui est en train de se faire en ces moments. C'est une langue encore assez incertaine qui essaye d'exister en toute autonomie en se superposant sur le patois. Donc, c'est une langue qui essaye encore de s'établir. C'est une langue de noblesse à l'époque. Et Mário de Andrade le fait aussi, mais au sens contraire. Voilà. Il fait ça avec la langue portugaise, mais en sens contraire, en inaugurant ce qu'on peut appeler aujourd'hui le brésilien. Voilà. Il est aussi l'un des fondateurs d'une nouvelle langue portugaise qui incorpore tout ce répertoire indigène. Donc, il y a effectivement plusieurs niveaux, plusieurs dimensions qui peuvent être explorées. Et il y a Darcy Ribeiro, très nationaliste, qui dit justement dans une préface à Macunaíma que Macunaíma est meilleur que Pantagruel. Voilà. Il dit que Mário de Andrade, le récit de Mário de Andrade est plus réussi que Rabelais. Voilà. Il dit que Mário de Andrade est plus grand que Rabelais. Voilà, c'est un nationaliste. Hein.
Ah oui, ah oui, c'était un narcisse. C'était toujours un narcisse. Ouais. Donc, il y a effectivement plusieurs dimensions très intéressantes et aussi cette question qui est, à mon avis, hyper intéressante. Une question, on va dire, un peu structuraliste, le fait que des cultures tellement éloignées, sans aucun contact primitif, puissent donner la place, faire la place à une même image. L'image de ce géant, de ce rêve des géants, d'être énorme, qui est le Seigneur, le démiurge du progrès de la vie et du fil de l'histoire ou d'une notion d'historicité. Voilà. On voit ça chez les indigènes ainsi que chez les Européens. Et ils pensent toujours aux mêmes images. Voilà. Donc ça, je trouve, image biblique aussi, Goliath, le grec, les cyclopes, et voilà. Voilà. Donc la gigantologie des Macunaïm. Ah non. C'est ça, c'est pour ça qu'on... Non. Non, mais heureusement qu'il y a un volume à la BNF. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pu passer à Paris et c'est là-bas que j'ai consulté. Et non. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est les germanistes. Voilà. Heureusement que j'ai un frère germaniste qui a pu traduire le passage pour moi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Tout à fait. C'est un grand lecteur d'allemand. Et certains passages? Peut-être. Peut-être. Je ne saurais pas dire. Ouais. Voilà. Oui. Ouais. Et la genèse de Macunaïm. Tout à fait. Tout à fait. Philippe, quelle est la dernière illustration? Alors, la dernière illustration, c'est vrai que j'ai oublié de mettre une légende, c'est très intéressant. Là, ce sont les illustrations des Caribais pour une édition illustrée de Macunaïm. Voilà, Caribais, il a illustré un volume de Macunaïm. Il y a des illustrations, des gravures de Caribais pour Macunaïm. Et là, on voit... Et la bouche, je ne saurais pas trouver la source, mais je l'ai trouvée belle. Voilà. Donc, j'ai décidé de l'incorporer. Mais avant, nous avons Gustave Doré. C'est assez connu. Voilà. C'est possible. C'est possible. C'est peut-être la couverture folio. Je ne sais pas. Ouais. On a une question. Non, c'est pas une question, c'est simplement pour ajouter un peu de il y a des récits de Macunaïm qui ont été édités par Fiorotti, le mari de Tony Ferset, donc qui présente d'autres versions, enfin une autre version des aventures de Macunaïm. D'accord. Enfin, qui se prononce donc Macunaïm. Et je pense qu'il faut qu'on rende hommage aussi aux grands traducteurs de Macunaïm en français, parce que c'est peut-être l'une des traductions les plus réussies de la littérature brésilienne en langue française, la traduction de Jacques Thériault. C'est absolument incroyable, ce travail des conversions, parce que ce n'est pas seulement une tentative d'établir des analogies, c'est la langue française aussi qui s'adapte et qui s'amalgame à l'expression brésilienne. Et anecdote, j'ai travaillé avec le fils de Jacques Thériault, ah ouais. Et il me racontait que quand son père a commencé à traduire, c'est un très, très grand traducteur. C'est un grand traducteur. Il a commencé à traduire, il ne parlait pas vraiment portugais. Ah bon? On avait travaillé donc avec son épouse Mais c'est peut-être ça qui lui a permis de... Chez eux, il me disait, il fréquentait les grands... C'est ça qu'on dit, là, souvent, c'est que tu n'as pas forcément besoin de... Il travaillait du coup avec les... En fait, la langue d'arrivée... Mais c'est qui est le plus intéressant dans ces traductions, c'est l'adaptation phonétique. Donc, ce n'est pas seulement une reproduction des mots intraduisibles, ça y est, c'est intraduisible, parce que la plupart du vocabulaire de Macunaïm, c'est effectivement intraduisible. Mais en adaptant la phonétique et en changeant l'orthographe, on peut arriver à une idée, voilà, une idée indigène.
on va dire, une idée autochtone. On peut transmettre cette idée. Pas mal des trémas aussi, des OU à la place des U. Ouais. Donc ça, c'est absolument incroyable. Grâce au financement de l'UNESCO. Voilà. Il a été financé à l'époque par l'UNESCO. Il y avait encore de financement pour des bonnes traductions à l'époque. Donc, si pas d'autres questions, si pas plus de questions, moi, je voudrais remercier tout le monde d'être venu, aussi bien ceux qui ont communiqué que le public également. Merci à tous, c'était une journée très, très intéressante, très productive. Ça fait très plaisir de pouvoir se retrouver autour de cette thématique. Donc, merci à tous. On peut encore prendre un dernier café, on n'est pas pressé, donc on a le temps. Merci. On va continuer au deuxième semestre. Hein. Voilà. Enfin, Et il y aura d'autres choses autour, bien sûr, j'imagine, de l'anthropophage et pas seulement. En rapport quand même. Oui. C'est vrai qu'on va décliner ça. De toute façon, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est comme on disait ce matin, des relectures, on peut en faire autant que bon semble. Sur la figure du géant, c'est juste le principe d'apprentissage. En définition, de là, je tire à la figure, effectivement. Bon, merci à tous. Merci, Merci à vous. Merci.